très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour l'international. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre de salive tout de même. Hein. C'est le fameux pont Route-Rail, Brazzaville-Kinshasa. Les implications de ce pont, parce que jusqu'à aujourd'hui, on en parle, mais on n'en voit pas un bout de concrétisation. Et pour en parler de long et en large, j'ai le réel plaisir de recevoir monsieur, ou l'ingénieur, quand on dit IR, donc c'est oui, l'ingénieur, oui. L'ingénieur Tito Umbadi Malanda, directeur général honoraire de la SCTP. Voilà. Ex-Onatra. Ex-Onatra, voilà. Donc avec l'Onatra, vous comprenez qu'il a la matière pour expliquer un peu les enjeux de ce pont-là. Mais avant, très heureuse de vous retrouver, monsieur Umba. Merci. Mais avant de commencer, je vais lire un peu l'introduction de ce qu'il a écrit comme ouvrage par rapport à ce pont, pour qu'on nous mette un peu dans l'ambiance de cette émission. Donc, depuis l'époque de l'État indépendant du Congo, la grande préoccupation des autorités de ce pays, notamment le roi Léopold II, a toujours été le problème de désenclavement de cet État et la manière d'acheminer les marchandises à l'export et à l'import entre les ports de Matadi, Boma et leur hinterland, Kinshasa y compris les restes du pays, sans dépendre des autres pays. Déjà à cette époque, le roi avait refusé le statut d'un pays enclavé. Première question. Oui. Sommes-nous enclavés ou pas? La RDC n'est pas enclavée parce que le colonialiste avait fait déjà un effort pour désenclaver la RDC. Parce que la RDC, en principe, n'avait pas d'ouverture à la mer. On n'avait pas une façade maritime. On a dû négocier 35 km en face de la mer pour que la RDC ait une ouverture à l'océan. Donc, nous ne sommes pas un pays enclavé. Semi-enclavé, nous sommes semi-enclavés parce que nous n'avons qu'une seule entrée à l'ouest du pays, vers l'océan, mais de l'autre côté, à l'est du pays, le pays est totalement enclavé. Oui, je vois. On n'a aucune ouverture vers l'océan Indien. Vers l'océan Indien. Il faut passer par la Tanzanie, d'autres pays ou la Tanzanie, oui, pour atteindre la RDC. Nous n'avons pas un accès direct à l'océan Indien. Mais depuis aussi l'époque coloniale, la problématique du pont Route-Rail Brazzaville-Kinshasa a déjà été posée. Oui, bien sûr. La question que la population se pose depuis tout ce temps-là, qu'est-ce qui bloque la concrétisation de ce pont-là? Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que ce sont les Né-Congo qui refusent carrément la construction de ce pont-là, que selon une certaine opinion, dans les Né-Congo, ce pont va tuer carrément le port de Matadi. Vous avez été PDG de l'ex-Onatra, donc vous connaissez un peu les enjeux. Parlez-nous un peu de ce pont-là. Pourquoi ça bloque jusqu'à aujourd'hui? Je crois que ce soit à l'époque du président Mobutu, jusqu'à aujourd'hui, on venait de passer à l'époque du président Kabila. Le président Kabila même dit que avant qu'on puisse jeter le pont entre Brazzaville et Kinshasa, il faudrait d'abord construire le port en eau profonde. Depuis l'époque de Mobutu? Même Mobutu aussi. C'est depuis Mobutu. Mobutu n'avait pas voulu mettre le pont entre Brazzaville et Kinshasa. Quoique c'était deux capitales les plus rapprochées du monde. Mais il avait refusé. Et il avait raison. Parce que, vous savez, ce pont-là, c'est une opportunité comme une menace entre les deux pays. Aujourd'hui, quand vous voyez le Congo-Brazza en train de faire un forcing, oui, pour qu'il y ait pont, c'est parce que ce pont est à l'avantage du port de Pointe-Noire. Ils se sont bien préparés. Ils ont développé leur port et ils savaient très bien que les déversoirs de marchandises, c'est la ville de Kinshasa. Une ville qui a 15 millions d'habitants aujourd'hui, alors que l'ensemble du Congo-Brazza n'a que 5 millions 500. Donc aujourd'hui, peut-être, ils peuvent être dans les 6 millions parce que les statistiques que moi je détiens sont des statistiques de 2018. Donc il y a eu évolution. Ils peuvent être à 6 millions. Mais nous, ici, Kinshasa, c'est seulement 15 millions et la RDC, c'est 90 millions d'habitants. Un grand marché potentiel. Un grand marché qui doit profiter à la RDC d'abord.
Ça ne doit pas profiter aux pays voisins, ça doit profiter d'abord à la RDC. Voilà les problèmes. Alors, quand je dis que ces ponts-là est une opportunité, à la fois une menace, dans le sens que si aujourd'hui on jette ces ponts-là dans le contexte actuel sans que la RDC ait son port en eau profonde, c'est une menace pour nous. Mais ça sera une opportunité si la RDC construit son port en eau profonde, qui pourrait être même un port sous-régional ou régional, et que on jette les ponts, ce n'est plus une menace. Au contraire, c'est une opportunité. Et je vais les démontrer. Mais le port en eau profonde, Oui. c'est toujours la même question. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qu'on n'a pas pour commencer la construction de ce port en eau profonde? Ça fait des années qu'on entend parler du port en eau profonde de Banana. Si c'est une opportunité pour nous, pourquoi on ne se prépare pas comme les Congolais d'en face? Effectivement, je crois que l'arrivée du pont, quand la BAD a dit que voilà, elle va financer les ponts, et je crois qu'en ce moment-là, on s'est réveillé un tout petit peu. Oui, les gens se sont réveillés, mais on est encore sous sommeil. Parce qu'on devait prendre une vitesse, on devait se réveiller et commencer à courir. Mais on se réveille, mais on attend encore, on est encore sur les lits, on est en train d'observer. Mais dans l'entretemps, les amis se préparent sérieusement, madame. C'est ça le problème. Quand j'ai dit que le pont peut être une opportunité pour nous, comme une menace pour nous, c'est dans le sens que ce pont-là, une fois jeté, sans que la RDC puisse mettre son port en eau profonde, ça sera une menace. Et je vous dis que la province du Congo central, en particulier, la RDC en général, parce qu'il y a d'autres dimensions qu'on va développer ici, donc on va sérieusement perdre. Parce que les villes comme Matadi, Boma, Mwanda, Bazangungu, Kisantu, ne seront que des grands villages. Ça sera des grands villages. Toute l'activité va passer de l'autre côté. Et sur le corridor là, Banana-Kinshasa, il n'y aura plus rien. D'abord, il y aura exode rural vers Kinshasa. Comme il n'y aura pas d'activité, les gens risquent de venir à Kinshasa. On le ressent d'ailleurs. Or, déjà, à Kinshasa, il n'y a plus assez de places. Il n'y a plus d'opportunités à Kinshasa. Et vous voyez, qu'est-ce que ça va faire pour la RDC? Je vais vous lire un peu les forces et les faiblesses de ce pont, comme M. Oumba dit. Oui. Ça peut être une opportunité, une menace. Force, forte démographie, grande superficie, position géographique de Banana et potentialité énergétique future. Faiblesse, faible tirant d'eau, donc faible profondeur, faible capacité de stockage dans les ports, vétusté d'équipements portuaires, absence d'une autorité portuaire. Voilà. Opportunité, construction Inga 3, construction port de Banana, création d'un hub régional à Banana, création d'une zone économique à Banana et menace, agrandissement du port de Pointe-Noire, construction pont Poutraille, influence des ports angolais, Soyo, Cabinda, Luanda sur la RDC. Voilà. Vous voyez les menaces que nous avons. Mais est-ce que nos autorités, nos experts tels que vous, est-ce que vous ne parlez pas de tout ça aux autorités, soit au ministre de Transport, au ministre de l'Intérieur, au ministre du Commerce, parce que tout est lié. Est-ce qu'eux ne savent pas toutes ces menaces par rapport à... Les autres se préparent, c'est ça l'international. Les autres ne vont pas nous faire des cadeaux. Est-ce qu'on ne se rend pas compte que nous sommes en retard, que nous bloquons l'Afrique, que nous sommes en retard? Le comble dans ces pays, on a tout politisé. Et dans ces pays, il me semble que pour parler quelque part ou pour émettre une idée, il faut appartenir à une famille politique ou bien à une classe politique. Alors, la science n'a plus de place, la technocratie n'a plus de place. C'est ça le problème. Dommage, donc, c'est ça qui est dommage pour la RDC. On devait quand même mettre une place à la technocratie. Donc, c'est-à-dire avoir des experts nationaux qui réfléchissent dans les cadres sans passion, sans penchant politique par rapport à... Aujourd'hui, on parle de l'intelligence économique. L'intelligence économique a été définie par Michael Porté, un savant manager du management. Il dit que c'est donner une information au bon moment, à la bonne personne, pour prendre de bonnes décisions, afin de transformer
son environnement. Voilà Michael Porté qui définit ça. Donner une bonne information au bon moment, à la bonne personne, c'est-à-dire la personne qui prend la décision, pour prendre de bonnes décisions afin de changer l'environnement. Quelle est la position officielle aujourd'hui de la RDC par rapport à ce pont-là? La position officielle, bon, nous apprenons... On a l'impression que nous naviguons à vue. Quelle est la position officielle de la RDC? Bon, officiellement, moi j'ai appris aussi que le président actuel... a donné son quitus, c'est ça? Non, il a donné son quitus, mais il a dit qu'on doit faire d'abord le port en eau profonde avant de commencer le pont. Mais bien sûr, nous ne devons pas continuer à gêner les autres. Mais c'est ça, la RDC est en train de gêner les autres. Alors, on doit accélérer notre port pour qu'on fasse les ponts. Alors, pourquoi je vous dis que c'est une opportunité pour nous? Je vais commencer par là, avant que je parle de menaces. C'est une opportunité pour nous parce que, je t'ai dit, à l'époque coloniale jusque vers les années 75, notre économie était basée pratiquement de l'Europe. Les choses venaient de la Belgique, Anvers, et tout ça. Et tout passait par l'Ouest, l'Atlantique. Mais par contre, aujourd'hui, avec la montée en puissance de la Chine, avec les 4 dragons sud-est asiatiques, et là, par là, je sous-entends Hong Kong, Singapour, Malaisie, c'est pas du 4 dragons? Malaisie, non? Il y a Hong Kong, Singapour, l'Inde. Non, pas Hong Kong, Singapour, Philippines, Malaisie, oui. Et puis Corée du Sud. Ce sont les 4 dragons qui ont fait monter l'Asie à tel point qu'aujourd'hui... Ils sont des pays émergents. Voilà, émergents, mais toute l'économie presque du monde est tournée vers là. Alors maintenant, ça bascule. Maintenant, là, parce qu'avec la délocalisation des sociétés européennes... Même américaines. Oui, même américaines, vers ces pays-là, à cause de la main-d'œuvre moins chère. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute l'industrie est allée vers là. Alors maintenant, quand on fait les importations de la RDC, et je vous ai dit que ce qui descend à Pointe-Noire, ça fait 60% de la cargaison appartiennent à la RDC. Quand on importe, les marchandises viennent par l'océan Indien. Quand ça vient par l'océan Indien, ça devait entrer par le canal de Suez, mais c'est un canal qui coûte cher, et puis avec beaucoup de problèmes au niveau des Somalis, là, des attaques des pirates, et tout ça. Mais ils viennent en direct de l'océan Indien. Jusqu'à vers Tanzanie. Hein? Oui. Alors ils viennent, mais quand même, malgré des pirates, mais ils viennent quand même par cette voie-là, en passant par Durban, et puis... Ils font le contour de l'Afrique. Le contour de l'Afrique, ils remontent. Quand ils remontent comme ça, les premiers ports qu'ils trouvent, c'est le port des bananes. Au cas où on avait notre port, ça serait le port des bananes. Pointe-Noire est encore plus loin. C'est-à-dire, si on met le port de bananes, le fait que nous, notre démographie est très élevée, c'est-à-dire nous importons plus que le Congo-Brazzaville. Donc, un bateau qui vient avec 60% de la cargaison aura tendance à s'arrêter à Banane. Quand il a déversé 60% de la cargaison, il reste 40%. Il peut dire, bon, je laisse même les 40% ici de Pointe-Noire, que Pointe-Noire vienne prendre ça avec des petits navires, mais moi, je ne veux plus à Pointe-Noire. J'économise, en fait. Ok. Il rebrousse le chemin et il rentre pour prendre d'autres cargaisons. Dans l'entretemps, la cargaison qui est déposée pour Pointe-Noire, qu'est-ce qui va se passer? C'est Pointe-Noire qui viendra maintenant prendre chez nous pour amener chez eux. Mais il y a encore... Aujourd'hui, on fait le contraire, en fait. L'ironie des sorts, ça c'est de l'intelligence économique. Stratégique même. L'ironie des sorts, c'est là où je dis que c'est une opportunité pour nous, le pont. Voilà comment le pont pourra être utile pour la RDC. Ironie des sorts. Le commerçant de Brazzaville, qui sont proches de Kinshasa, le fait qu'il y aura pont, ils vont dire non. Moi, au lieu que ma marchandise rentre encore à Pointe-Noire, moi, la marchandise est déjà descendue à Banana, je prends la route. Banana, Kinshasa, il traverse par le pont, il est à Brazzaville. Il est à Kinshasa. Non. Kinshasa, et puis il traverse à Brazzaville. Exactement. En ce moment-là, le pont devient une opportunité. Ce n'est plus une menace.
Mais si la RDC ne fait pas son port, on reste dans la situation actuelle où tous les conteneurs sont déposés à Pointe-Noire. Qu'est-ce qui va se passer? C'est le corridor Banana-Kinshasa qui est foutu. Et là, c'est une menace. Vous voyez? Alors, maintenant, il faut expliquer à la population congolaise, même si vous expliquez, mais maintenant, c'est le gouvernement qui doit prendre les choses en main, aller le plus rapidement possible pour accomplir ces grands travaux de port de Banana, afin que le pont ne soit pas pour nous une menace, ça va devenir une opportunité pour nous. Et vous savez que si on avait commencé déjà les ports en eau profonde, vous alliez voir qu'on allait, même Congo-Brazzaville serait déjà découragé pour le pont. Il n'allait pas être pressé pour le pont. Même là-bas, il n'allait pas préfinancer. Est-ce que c'est un projet? Moi, on m'a soufflé à l'oreille, on m'a dit de vous poser cette question. Est-ce que ce pont-là est un projet congolais ou c'est un projet africain, en fait? C'est un projet, je vous dis que dans le cadre de la NEPAD, du NEPAD, NEPAD, qui est Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique. Voilà, New Partnership for African Development. C'est dans ces cadres-là, ainsi que l'ONU, avait vu que le pays africain n'était pas connecté. Le pays africain recevait de la marchandise ou des échanges de l'extérieur, mais entre pays africains, il n'y avait pas de communication. Alors, c'est ainsi qu'il fallait créer des corridors. Et on a créé une série, un projet de corridors. D'ailleurs, c'est bien... Je vais vous le lire, ce projet de corridor. Voilà. Donc, il y a le département de l'intégration régionale et du commerce du NEPAD, Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique, envisage la construction des autoroutes transafricaines qui seront formées par 9 corridors de la manière suivante. Autoroute 2A, donc le Caire-Dakar, 8640 km, Alger-Lagos, 4500 km, Tripoli-Windhoek, 9610 km, le Caire-Gaborone, 8800 km, Dakar-N'Djamena, 4500, N'Djamena-Djibouti, 4200, Dakar-Lagos, 4010, Lagos-Mombasa, 6260, Beira-Lobito, 3520. Voilà. Pas Kinshasa. Je ne vois pas la ville. Kinshasa est connecté avec Tripoli. Tripoli-Windhoek. Tripoli-Windhoek. Ok. Ça doit passer par chez nous. Ça passe par Kinshasa. Mais on n'a pas de route, on n'a pas de pont. Mais oui, mais c'est dans ces cadres-là. Tripoli, c'est au nord. Donc, ça sera le plus long corridor. Ça vous fait au moins 9610 km. Alors, les 9610 km, ça va traverser tous les pays, là, les Tchad, Cameroun, et tout ça. Ça vient jusqu'à Congo-Brazzaville, ça traverse le pont, ça vient jusqu'à l'RDC, ça va entrer sur la route là de Kikwit, jusqu'à Lubumbashi, tout ça, les Katanga, Zambie, et puis... Oui. Ça traverse. Mais nous, on n'a pas de route. Non, c'est dans les cadres là. Il y a au moins 54 120 km dans le cadre de ces projets qui vont se réaliser, bien sûr, avec les institutions internationales, financières internationales, avec la Banque mondiale, le NEPAD et autres. 54 120 km et qui devait coûter 4,2 milliards de dollars américains. C'est un grand projet dans le cadre du NEPAD. Alors, et là, bien sûr, on va profiter aussi, nos routes seront réparées et tout ça, pour atteindre ces corridors-là. Ces différents corridors vont faire la connexion. C'est ainsi que même c'est pour ça là-bas de force... voilà, il force les ponts parce que le pont va créer, même si on avance avec les routes, s'il n'y a pas les ponts, il n'y a pas moyen de traverser, il n'y a qu'à sûr. Mais oui, bien sûr, mais nous ne devons pas voir seulement l'intégration régionale. Nous devons voir d'abord l'intégration de la RDC. Parce que, vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez à l'ONATRA, M. Oumba. Est-ce que la RDC, commençons d'abord par nous-mêmes aussi, est-ce que la RDC est interconnectée? La RDC était interconnectée. Aujourd'hui, oui, était. Parce qu'avec le fleuve, on pouvait aller Kinshasa jusqu'à Kisangani. Et à partir de Kisangani, il y avait des routes qui amenaient jusque vers le Goma et tout ça. Et à partir de Goma, il y avait des routes qui allaient, même si c'était des routes en terre, mais c'était des routes praticables. À l'époque, pouvons-nous aller de Kinshasa à Lubumbashi par voiture? Mais oui. Kinshasa à Lubumbashi par voiture. On pouvait aller.
On pouvait aller, il n'y a pas de problème. Mais même jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez le faire, mais avec beaucoup de Beaucoup de difficultés. risques. Hein, mais les routes, les tracés existent. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, par manque d'entretien, manque de financement et tout ça, nous nous retrouvons dans la situation actuelle et avec toutes les guerres que la RDC a connues. Parce que quand vous êtes dans une région où il y a la guerre, vous ne pouvez pas aller faire les travaux là-bas. C'est ce que vous voyez même dans les Kivu. Nous avons un problème pour connecter Kisangani avec Bukavu. Vous imaginez les haricots à l'époque, parce que j'ai commencé ma carrière à l'ONATRA. Vers quelle année? Un peu curieuse. 84 déjà, j'étais à l'ONATRA. Ah, dans une trentaine d'années. Alors, tu vois, donc on prenait les haricots du Kivu, ça venait à Kisangani, on chargeait, ça venait ici. Mais ça venait par route. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Les haricots viennent par avion. Ah ouais, ça coûte. Tu vois, ça coûte cher. Et tout ça, ça a une implication sur la vie sociale. Monsieur Alors, Oumba, maintenant... une question de curiosité. Oui. Beaucoup de gens nous disent tout ça, c'est la faute des Européens. Les Européens ne veulent pas le développement de l'Afrique. Les Européens nous divisent. Les Européens font de sorte que nous ne soyons pas unis. Vous qui êtes expert, vous êtes une élite de mon pays, quelle est la part de la responsabilité de l'Européen ou de l'Occidental dans le gâchis de l'Afrique aujourd'hui, et quelle est notre part de responsabilité? Puisque le port, là, vous dites, c'est le gouvernement, mais le gouvernement tarde. Est-ce que c'est les Européens qui font pression pour que le gouvernement ne construise pas, ou qu'est-ce qui se passe? Notre part de responsabilité dans tout ça? Dans notre pays, nous avons un problème de management. Okay. Nous avons un problème sérieux de management. Parce que quand vous avez des managers dans les centres de décision, ce sont des gens qui ont des visions. D'abord, il faut avoir une vision. Quand vous dirigez une institution, vous devez connaître la vision que vous allez implémenter pour cette institution, comment vous devez booster l'institution. Mais si vous n'avez pas de vision, vous allez travailler comme ça, vaille. Et là, c'est très dangereux. Donc, vous n'allez pas me dire que les Européens n'ont pas une influence sur l'Asie. Mais pourquoi les Asiatiques sont en train de se développer et nous, l'Afrique, on ne se développe pas? Donc, nous avons un problème de management. C'est ça. Tout n'est pas planifié. Vous savez, dans le management, la planification a une grande place. Mais on a un ministère de plan, non? Oui, ministère des plans. Mais il faut voir, regarder comment est géré notre budget national. Est-ce que le budget national, il y a vraiment, je peux dire... une bonne politique budgétaire? Est-ce qu'on respecte les budgets? Est-ce que l'orthodoxie budgétaire est là? Est-ce que nous dépensons ce que nous avons prévu pour dépenser? C'est ça les grandes questions. Est-ce que dans nos projets de budget, nous plaçons des projets structurants qui peuvent développer une nation? C'est ça. On a un problème sérieux. Parce que les Asiatiques sont là. Ils ont été colonisés aussi. Mais pourquoi chez eux, l'Europe n'a pas une influence sur eux? Parce qu'ils sont disciplinés. Et ils ont formé des gestionnaires en ce qui concerne le management. Mais quand il n'y a pas de management, il y a un problème. Nous avons un problème très sérieux, même au sein de nos entreprises. Mais on vous donne une entreprise aujourd'hui. Est-ce que vous avez une vision sur cette entreprise? En 2 ans, en 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et aujourd'hui, en Europe, même aux États-Unis, par exemple, les amis sont en train de penser en termes de 50 ans, 30 ans. Mais nous, nous pensons en termes de quelques mois, en termes de jours. Alors, donc, madame, effectivement, il y a un problème de management dans le pays. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans cette situation. Parce que, quand on commençait déjà à parler le problème de pont, route, rail, Brazzaville, Kinshasa. Mais c'est en ce moment-là que la RDC devait se réveiller pour créer déjà son port. Mais on perd le temps et qui n'avance pas recule. Ah oui. Et nous serons les derniers, nous serons avalés par d'autres marchés. Mais madame, je vous dis que nous avons un problème encore qui vient très sérieux. La ZELEC. La zone de libre-échange économique. Économique de libre-échange continental. C'est notre grand défi. Vous savez que c'est le grand rendez-vous du donner et du recevoir. Qu'est-ce que la RDC va donner?
La RDC ne fera que recevoir. Non, nous allons donner nos marchandises, nos minerais, non? Vous allez donner les minerais qui ne sont pas traités, bruts. Pour avoir quelle valeur? Il fallait des industries. Il fallait se préparer. On ne se prépare pas. Hein. On ne se prépare pas. Et puis en plus de cela, même la politique fiscale, ce sont des pays à faible fiscalité qui vont attirer des investisseurs. Aujourd'hui déjà, on me parle de Rwanda, il y a l'usine VOE qui est déjà en montage presque vers la fin au Rwanda, où on va commencer à monter des véhicules VOE. Mais vous croyez qu'ils sont venus au Rwanda pourquoi? Pour déverser ça ici en RDC. Ah oui, hein? Parce que le Rwanda a combien d'habitants? Pour qu'on mette une usine de VOE à Volkswagen au Rwanda, ils voient les 90 millions d'habitants de la RDC. Mais nous sommes, M. Oumba, nous sommes la Chine de l'Afrique avec ce potentiel humain. Mais comment nous ne parvenons pas à avoir cette force démographique que nous avons? C'est toujours, on n'a pas de vision, pas de management. Oui, nous n'avons pas une intelligence économique. Et pourtant, on a des grands professeurs d'université. Est-ce que vous n'avez pas de cercle où vous réfléchissez et vous donnez vos points de vue à ce gouvernement? Les autres le font, il y a des think tanks ailleurs. Les gens réfléchissent et donnent leur point de vue au gouvernement. Quel est votre rôle? Quel est le rôle de l'élite congolaise? L'élite congolaise doit être encadrée. L'élite est là, il y a des gens intelligents, mais qui ne sont pas encadrés. Et quand les hommes ne sont pas encadrés, ils sont dans la nature. Et comme tout est surtout, politisé... tout est politisé. Même si vous parlez, mais la politique prime surtout. Les gens ne voient pas la matière, mais ils voient votre position politique. Votre position. Et puis, vous pouvez parler, mais vous n'avez pas la décision. Il faut avoir la décision, il faut connaître, avoir la vision et avoir la décision. Mais si on ne veut pas donner la décision aux hommes qui ont la vision, nous allons tournoyer. Et c'est ça le cas de la RDC. Voilà, la question, vraiment la télé c'est le temps, mais nous aurons le temps d'en reparler. Ouais. Mais je vais vous lire la conclusion parce que c'était vraiment ça l'enjeu. Et je vous suggérerais vraiment et puis je dis, parce que... de lire cela, il y a beaucoup d'éléments qu'on n'a pas eu le temps de... On n'a pas eu le temps, mais je voulais ajouter quelque chose. Je vous en prie. Vous savez que tout le monde nous parle, non, vous devez accepter les ponts parce que c'est l'intégration régionale. Exactement, c'est la question de vous devez accepter. Il n'y a pas de Sinon problème. nous freinons l'Afrique. Regarde. Le même Brazzaville, nous les alimentions à l'époque avec l'énergie de la SNEL. Par les mêmes câbles que nous avons lancé le courant au Congo-Brazza, par les mêmes câbles, le Congo-Brazza nous remet le courant maintenant avec les barrages d'Imbulu. Ils ont construit un grand barrage pour leur indépendance énergétique. Et comme il y a beaucoup de mining au Katanga, nous sommes débordés pour l'énergie électrique. Et c'est Congo-Brazza qui nous alimente en énergie électrique. Les gens savent ça. C'est quelle honte. Alors, quelle honte. Le port tout autour de nous, Cabinda, Soyo, Luanda, donc tout ça. Donc vous voulez nous dire aujourd'hui que nous sommes alimentés par l'électricité, par l'énergie électrique du Congo-Brazza? De temps en temps. De temps en temps. Quand nous sommes en difficulté, c'est le Congo-Brazza qui envoie du jus en RDC. Incroyable. Et vous imaginez? On ne se prépare pas. Alors que nous avons le plus grand barrage du monde. À l'époque, c'était le plus grand. Aujourd'hui, c'est les 3 gorges de la Chine. Mais c'était Inga qui était le plus grand barrage. Mais pourquoi ne pas développer ces potentialités-là? C'est la faute des Occidentaux. Voilà. Nous allons vous lire la conclusion. Manque d'intelligence. Vraiment, Monsieur Oumba, la porte sera ouverte parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Et je vous prie vraiment de lire cela. C'est un petit livre, mais stratégique. Très stratégique. Et moi, j'ai beaucoup appris. Mais je vais vous lire la conclusion. Le projet du pont Brazzaville-Kinshasa est une réalité qui se cache sous l'ombre de l'intégration régionale. Mais en réalité, ce sont les intérêts de l'opérateur logistique, développeur du port de Pointe-Noire, qui priment pour sa réalisation. Il est démontré que ce corridor est loin d'être un corridor de développement. C'est ainsi, la République démocratique du Congo doit avoir une grande vision pour la position géostratégique du port de Banana et en faire un grand hub d'éclatement en Afrique centrale. La position de Banana permet à ce que les ports de l'Angola, de la République du Congo, du Gabon, de la République centrafricaine et voire certains ports d'Afrique de l'Ouest puissent être desservis par ce port. Le pays doit prendre conscience de sa démographie, de son étendue, de sa qualité d'un pays à forte consommation dans la région et de la nouvelle route maritime telle que décrite ci-avant avec la possibilité d'augmenter ses exportations en produits agricoles
tenant compte de ses terres arables et ses conditions climatiques favorables. Pour que le pont route-rail Brazzaville-Kinshasa profite au pays, il faudrait que le port de Banana soit construit avec le prolongement du chemin de fer Kinshasa-Matadi jusqu'à Mwanda. Tenant compte de la cargaison à faire descendre dans ce port, suite à sa position géostratégique par rapport au port de Pointe-Noire et le problème récurrent d'engorgement de port de Luanda, le port de Banana pourra jouer un rôle stratégique non négligeable dans la région. Dans ce cadre, le gouvernement de la République démocratique du Congo doit veiller à ce que les données techniques telles que la profondeur aux zones d'accès du port et au niveau des quais d'accostage soient supérieures à 16 mètres, tenant compte de tirants d'eau de navires de nouvelle génération, sans oublier les grands espaces à prévoir pour l'entreposage de conteneurs et autres cargaisons, ce qui permettra au futur port de jouer le rôle de hub d'éclatement au niveau régional, ainsi remettre à la RDC son rôle hégémonique en Afrique centrale. Tout est dit. Voilà. Tout est dit. Donc, la RDC est en train de perdre, ou a déjà perdu, je crois. Non, il n'a pas encore perdu. Nous ne le ressentons pas. Nous le ressentons pas. Nous le ressentons pas, M. Oumba. Pour moi, personnellement, le rôle hégémonique de la RDC est déjà perdu. Quand je parle de rôle hégémonique, vous savez très bien que... En quelques poussières de minutes, oui. Oui, nous étions défavorisés avec la guerre qu'il y a eu en Angola. Il y a des matériels de la SNCC avec des minéraux bloqués à l'hôpital. Plus de milliers de tonnes venant de la GECAMI. Mais les gens ne s'imaginent pas. Ils ne voient pas l'histoire. Mais aujourd'hui, on peut avoir une guerre au Congo-Brazza. Et si nous continuons à penser toujours que voilà, on doit être alimenté par Congo-Brazza, mais on pourra être bloqué un jour. Il y a des matériels stratégiques qui peuvent entrer dans notre pays. Nous n'allons pas exposer ça dans les ports extérieurs. C'est dans notre propre port où ça doit descendre. Exactement. Donc nous devons vraiment commencer par arranger chez nous avant de nous ouvrir au monde. L'intégration régionale doit commencer par nous-mêmes. Et c'est vrai qu'on nous dit que la RDC est en train de freiner l'Afrique, la RDC est en retard, mais essayons de rattraper ces retards parce que sinon nous risquons d'être noyés par les autres. Et les autres ne nous feront vraiment pas de cadeau. Merci, M. Oumba. C'était vraiment très intéressant, cette réflexion. Moi, je vais les lire personnellement. Je vous ferai des petits commentaires sur ma page La Lyon Info. C'est très, très intéressant. Et on se retrouvera, mesdames et messieurs, avec le même plaisir. La porte est ouverte. Nous allons reparler de ce pont route-rail Brazzaville et d'autres implications. Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs.